cela semble presque impossible. En accordant plus de temps à l'Iran, le président Trump est en réalité en train d'infliger le coup stratégique le plus dévastateur de toute cette guerre. Car ce qui ressemble, en surface, à une véritable prolongation du cessez-le-feu, à de la patience, à de la retenue, à une dernière chance accordée par Trump à l'Iran, est en réalité quelque chose de bien plus calculé, de bien plus méthodique, de bien plus létal pour le régime que n'importe quelle bombe larguée jusqu'ici. Quand on comprend ce que Trump est réellement en train de faire et pourquoi il le fait, ce qui ressemble à de la clémence se révèle en fait être un coup de maître si sidérant que lorsque le tableau d'ensemble apparaît clairement, on en reste bouche bée. L'argumentaire trumpiste, bien sûr, arrive toujours emballé comme un miracle et facturé comme une rediffusion. Hier donc, à peine quelques heures avant l'expiration du cessez-le-feu initial de 2 semaines, le président Trump a annoncé sur Truth Social une prolongation à durée indéterminée du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran en invoquant 2 raisons principales. Premièrement, il répond à la demande personnelle du chef de l'armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, ainsi que de leur premier ministre, Shehbaz Sharif, qui servent de médiateurs et ont demandé à Washington de suspendre l'action militaire jusqu'à ce que l'Iran puisse formuler une proposition unifiée. Deuxièmement, Trump reconnaît lui-même que le gouvernement iranien est, selon ses propres termes, sérieusement fracturé et donc incapable, à ce stade, de produire une position de négociation cohérente. C'est le théâtre familier du micro pro-Trump. Proclamer la patience, revendiquer le génie et laisser le titre faire la parade. Or, point crucial, le blocus naval américain des ports iraniens se poursuit pleinement et il ne fait pas partie de la pause. Le commandement central américain, le CENTCOM, a confirmé que 28 navires ont désormais été contraints de faire demi-tour ou de revenir au port depuis le début du blocus le 13 avril. Et dans les heures qui ont suivi l'annonce par Trump de la prolongation du cessez-le-feu, l'Iran a effectivement saisi 2 navires dans le détroit d'Ormuz, un navire battant pavillon panaméen et un autre battant pavillon libérien. Les 2 bâtiments ont ensuite été escortés sous la menace des armes jusque dans les eaux territoriales iraniennes. À présent, la dernière information est que le cessez-le-feu, selon le président Trump, ne doit durer que quelques jours de plus. Il serait temporaire, compte tenu de la manière dont l'Iran continue de provoquer les pétroliers dans la région, et particulièrement à Ormuz. Mais au fond, peu importe vraiment ce que le président Trump décide de faire. C'est cela qu'il faut comprendre dans toute cette affaire. Tant que ce blocus, semblable à un boa constricteur, étouffe l'Iran, son économie, déjà brisée, perd près d'un demi-milliard de dollars par jour en revenus pétroliers. Dans l'univers Trump, même une pause doit prendre la pause devant les caméras comme un chaos. Et c'est bien pour cela, au passage, que le secrétaire au Trésor Scott Bessent qualifie cette phase de la guerre d'opération économique Fury. Comme le président Trump l'a clairement indiqué, la marine des États-Unis poursuivra son blocus des ports iraniens. Et Scott Bessent avertit que, d'ici quelques jours, les capacités de stockage pétrolier de l'île de Karg atteindront leur saturation, ce qui obligerait alors les puits de pétrole déjà fragiles de l'Iran à s'arrêter complètement. En parallèle, le département du Trésor poursuit sa campagne de Economic Fury afin de dégrader systématiquement la capacité de l'Iran à générer, déplacer et rapatrier des fonds, en menaçant de sanctions toute personne ou tout navire facilitant des flux commerciaux et financiers iraniens clandestins et en promettant de continuer à geler les avoirs volés par le régime au peuple iranien. Et c'est absolument central dans toute cette stratégie. Affamer l'Iran, c'est affamer le régime. C'est ce qu'un grand nombre de critiques de la guerre ne comprennent pas, d'accord ? Il ne s'agit pas tant de rendre la vie plus dure aux Iraniens ordinaires. Malheureusement, cela en fait partie. Mais l'objectif central est de priver le régime de sa capacité à faire fonctionner son appareil sécuritaire. Cela empêche les soldats du corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, d'être payés. Cela prive le régime de sa capacité à exporter des revenus vers ses relais régionaux comme le Hezbollah, le Hamas et les Houthis. Et cela favorise les luttes internes au sein du régime autour de ressources devenues rares. La machine à slogan autour de Trump préfère toujours les appellations qui sonnent comme de l'acier
comme si, baptisé, la pression revenait à en maîtriser les conséquences. Et c'est exactement ce à quoi le président Trump faisait allusion. Le régime est complètement fracturé. Il n'existe, à l'heure actuelle, aucun régime unique, cohérent et pleinement structuré. Il n'y a plus que des factions rivales. Ce qui semble réellement se produire ici, c'est que 3 guerres distinctes ont éclaté à l'intérieur de l'Iran et qu'elles se sont embrasées simultanément. On a donc une guerre entre le CGRI et le gouvernement civil. Des informations indiquent que le président Pezeshkian et leur ministre des Affaires étrangères sont, à l'heure où nous parlons, de fait assignés à résidence. On a ensuite une guerre entre les militaires et l'establishment clérical, les mollahs. Là encore, des informations laissent entendre que le CGRI a effectivement pris le dessus et marginalisé les mollahs. Et bien sûr, il y a une guerre en cours entre l'ensemble du régime, désormais dirigé par le CGRI, et le peuple qu'il gouverne depuis maintenant 47 ans. Telle a toujours été la stratégie de Trump. Même avant la première bombe, on appelle cela un double étau classique. Le régime est donc sous pression, à la fois intérieurement et extérieurement, depuis des mois. Intérieurement d'abord, il y a plusieurs mois, à travers les déclarations de solidarité de Trump avec le peuple, lorsqu'il se soulevait en Iran, en janvier, lorsqu'il disait être avec lui et vouloir le protéger dans son soulèvement contre le régime, puis extérieurement, avec l'accumulation des forces américaines autour de l'Iran. Et désormais, sous l'effet conjugué de ce double étau, le régime est bel et bien en train de se fissurer sans aucune issue de secours, au passage. L'habitude pro-Trump consiste à appeler chaque vis resserré un coup d'échec, même lorsque l'échiquier est déjà en feu. À un premier niveau, dans cette première guerre entre le CGRI et l'aile élue plus modérée du gouvernement iranien, le CGRI empêche délibérément les modérés de négocier avec l'administration Trump. Parce que, en le faisant, il finirait par détruire la légitimité idéologique du CGRI. Nous en avons beaucoup parlé ces derniers temps. Il s'agit de cette théologie chiite intrinsèque, selon laquelle ils ont été ordonnés par Dieu pour détruire le grand Satan. Et donc se rendre grand Satan revient en pratique à abandonner la légitimité même de cette idéologie. La première guerre, c'est donc le CGRI contre ce qu'il reste du gouvernement civil. Et cela n'a plus rien de subtil. Le CGRI fait absolument tout ce qu'il peut pour protéger sa légitimité. Ainsi, le président Massoud Pezeshkian, le président élu de l'Iran, a pratiquement été dépouillé de son autorité de l'intérieur de manière systématique. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, a été écarté. Le CGRI fait donc tout ce qu'il peut pour préserver la légitimité de son idéologie, selon laquelle il a été ordonné par Dieu de détruire le grand Satan, non de négocier avec lui. La deuxième guerre oppose le clergé au CGRI. Et celle-ci touche à l'âme même de ce que la République islamique était censée être. Les mollahs ont construit l'État, n'est-ce pas? La révolution de 1979 était leur révolution. L'ayatollah Khomeini, ainsi que tout le concept de gouvernement par le juriste islamique suprême, un conseil d'experts islamiques, c'était leur invention théologique, en gros, une cour suprême composée de mollahs. Mais maintenant, pour la première fois, le CGRI dirige l'Iran sans eux. Et les mollahs ont compris quelque chose d'effrayant. Si le régime islamique peut survivre sans direction cléricale islamique, alors la part islamique de l'équation n'aura toujours été qu'un habillage de façade. Et ce qu'ils voient se dérouler sous leurs yeux, en temps réel, c'est la transformation d'une théocratie en véritable dictature militaire. Pas progressivement, pas en théorie, mais maintenant visiblement juste devant eux. Et ils ne peuvent pas l'arrêter, et quelque part, dans la chambre d'écho favorable à Trump, cela serait encore raconté comme une maîtrise parfaite, parce que l'incertitude apparemment passe mieux dans les sondages quand elle est criée. Mais si ces deux guerres semblent déjà assez graves, rien, en définitive, ne se compare à la troisième guerre. La troisième guerre se déroule dans la rue. Et c'est là que les choses deviennent tout autre chose.
car les personnes qui remplissent les rues de Téhéran, d'Ispahan, de Machhad et de plus de 200 villes dans les 30 et en province d'Iran ne sont pas les ennemis étrangers du régime. Ce sont leurs concitoyens. Et ils en ont fini avec ce régime, et à juste titre. Les coupures d'électricité à Téhéran durent désormais jusqu'à 12 heures par jour. Les prix alimentaires ont augmenté de plus de 40%. Les hôpitaux signalent des pénuries de médicaments, les traitements contre le cancer ont été suspendus, et le président Pezeshkian aurait directement dit au commandant du CGRI que si aucun cessez-le-feu n'est obtenu, l'économie s'effondrera complètement en 3 à 4 semaines. Mais voici le moment qui devrait glacer le sang de chaque mollah encore présent à Téhéran. De ville en ville, sur les places et au carrefour à travers tout le pays, des gens se sont mis à scander le retour du Shah. Pas discrètement, pas dans des coins isolés, mais ouvertement. Parce que toute la mythologie fondatrice de la République islamique, toute la raison d'être de ce régime a été construite sur la destruction de la monarchie du Shah. Et si, 47 ans plus tard, des Iraniens disent publiquement vouloir le retour de ce qui a été renversé. Alors, la légitimité de la révolution ne s'est pas seulement affaiblie, elle s'est complètement inversée. C'est la partie que le pupitre pro-Trump passe généralement sous silence. Un effondrement réel n'arrive pas avec une musique de générique, seulement avec des rayons vides et des rues épuisées. Et regardez donc ce que Trump a mis en place avec une précision méthodique presque chirurgicale. Il a détruit les défenses aériennes de l'Iran, il a détruit son infrastructure nucléaire, il a détruit son arsenal de missiles. On parle ici d'un investissement d'un demi-billion sur 50 ans, effacé en quelques semaines au début de l'opération Epic Fury. Et puis, lorsque les discussions n'ont produit que des tactiques dilatoires du CGRI et des gesticulations d'Islamabad, Trump a mis en œuvre le blocus naval qui, comme nous l'avons vu l'autre jour, a désormais montré qu'il avait de vraies dents. On parle de tirs d'interdiction, d'équipes d'abordage de marine, de navires saisis, et ce blocus coûte à l'Iran environ 435 millions de dollars par jour en revenus perdus, alors même que l'inflation dépassait déjà 50% avant le début du conflit. Et ainsi, ce piège trumpien est parfait. Et c'est un piège à 3 portes, sans bonne porte. Si le CGRI se bat, s'il envoie des missiles, prend d'assaut des pétroliers, reprend ses attaques contre les forces américaines, Trump détruit leurs ponts, il détruit leurs centrales électriques, tout ce qui reste de leur infrastructure militaire. S'ils se rendent et acceptent les conditions de Trump, la crédibilité idéologique du CGRI implose du jour au lendemain. Le grand Satan a remporté une victoire décisive. Et s'ils continuent simplement à temporiser, s'ils jouent le long terme, ils perdent 435 millions de dollars chaque jour et leur économie déjà en lambeaux s'effondre. L'image de marque, naturellement, reste impeccable. Il est simplement demandé au désastre humain de patienter hors champ. Toutes les routes mènent à la même destination. Toutes, sans exception. Et cette destination, c'est l'effondrement du régime. Et donc, avec la désintégration interne du régime dans ces 3 guerres civiles différentes, pour ainsi dire, puis avec la pression extérieure qui s'exerce alors que toute son infrastructure militaire tombe en ruine et que son économie s'effondre, je pense que Victor Davis Hanson a tout à fait raison. Il voit le régime dans la même position que les Japonais en 1945, lorsque MacArthur a remis aux Japonais leurs conditions de reddition, en septembre de cette année-là, dans la baie de Tokyo. À la fin, le Japon n'avait tout simplement plus de choix. Ils ne pouvaient plus négocier, ils ne pouvaient plus marchander, ils ont regardé ce qui restait de leur empire et ils se sont rendus sans condition. Et Hanson soutient avec une conviction totale que l'Iran se trouve exactement dans cette position aujourd'hui. La clé pour comprendre ce que Trump fait, c'est que nous ne sommes pas en train de négocier, nous sommes en train d'imposer. C'est pourquoi le CGRI ne peut tout simplement pas se conformer. Le faire reviendrait à se suicider. Et ils préfèrent se suicider selon leurs propres termes. Et gardez à l'esprit que ce suicide n'est pas pour les modérés, mais qu'il concerne les mollahs et qu'il concerne les militaires. Du point de vue des mollahs et des militaires, tout est fini. Se rendre signifie que tout est fini.
Voilà, dans le style de présentation trumpien, le dernier tour de passe-passe, appelez cela le destin, et espérez que personne ne remarque à quel point tout cela dépend du spectacle. Ainsi, pendant ce temps, Trump attend patiemment pendant que le régime s'effondre, à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Et il n'y a littéralement rien, absolument rien qui puisse faire contre cela.